Je m'appelle Marshall Gray et j'ai élevé mon fils Derek avec chaque goutte de sueur, chaque goutte d'huile et chaque heure de calme que je pouvais gagner entre mes heures de travail au garage et mes nuits passées à étudier des livres de contes dans mon petit bureau. Je suis mécanicien à la retraite, même si les gens me repèrent encore sous le capot de leur voiture quand ils pensent que personne ne me regarde. Je suis aussi un propriétaire discret. 38 propriétés modestes réparties dans 3 villes. Chacune témoigne non pas de richesse, mais d'un travail régulier et d'une épargne prudente. La plupart des gens pensent encore que je suis juste le type avec des taches de graisse sur les mains et une boîte à outils sur la banquette arrière de son camion. Ça me va. Je n'ai jamais aimé le faste. Je crois que la valeur d'un homme réside dans ce qu'il fait, pas dans sa façon de s'habiller. Pourtant, lorsque j'ai appris que Derek était fiancé à Marissa Langford, fille de la famille Langford, dont le nom résonne dans tous les gratte-ciel du comté, j'ai découvert une facette de mon fils et de cette famille à laquelle je ne m'attendais pas. Je me souviens du matin où je l'ai appris. C'était une sacrée journée de printemps. La pluie claquait sur mon pare-brise tandis que je roulais sur l'allée de gravier en direction du garage. Je m'attendais presque à ce que Derek m'appelle de la route, tout excité. Au lieu de cela, sa voix était plus étrange, pleine d'espoir, certes, mais teintée d'une hésitation que je n'avais jamais entendue. « Papa » dit-il à voix basse. « Marissa » dit-elle. Cet aveu direct aurait dû me mettre aux anges, mais j'hésitais. J'imaginais les Langford, avec leurs sourires impeccables et leurs pelouses impeccablement tondues, m'accueillir dans leur monde grandiose. Au lieu de cela, une boule se forma dans ma poitrine, le pressentiment que ma veste en jean et mes bottes de travail éraflées ne correspondraient peut-être pas à leur tableau. En arrivant au domaine des Langford ce soir-là, je me garai au milieu d'une longue allée bordée de haies taillées. La maison se dressait telle une cathédrale de marbre, les lumières brillaient à travers de grandes fenêtres, les rires s'élevaient dans la nuit. Je suis entré sur le porche, le cœur battant comme je ne l'avais ressenti que lorsqu'une transmission se bloquait ou qu'un client menaçait de me poursuivre en justice pour une réparation qu'il ne comprenait pas. Derek m'a accueilli à la porte, sa veste de smoking drapée sur un bras, les yeux brillants de fierté, et d'autres choses. Une attention que je ne parvenais pas encore à identifier. Je lui ai serré la main, j'ai senti la façon dont il essayait de redresser ma manche pour que le poignet ne dépasse pas. Je l'avais relevé pour qu'il soit prévenant, mais cela ressemblait à un ajustement, comme si ma silhouette même le mettait mal à l'aise. Dans le salon, une galerie de photos de réussite à Langford s'étalait, avec des photos d'appartements rutilants, des plaques de récompense et des vitrines remplies de trophées en argent. J'ai été attiré par une photo du jeune Charles Langford, sévère et respectueux dans un costume ajusté, debout à côté d'un imposant immeuble de 30 étages. J'ai dégluti et me suis tourné vers Derek, mais il s'éloignait déjà, me présentant à des cousins éloignés et aux clients de sa future belle famille. Je suivais comme une brise légère, écoutant Evelyn, la mère de Marissa, souligner l'importance de la première impression pour présenter un visage uni et élégant lors des fiançailles à venir. J'ai hoché la tête et souri, goûtant une soudaine amertume. Un visage élégant. Me prenait-il pour intouchable avec mes chemises de flanelle fatale? Lorsque la musique s'est enflammée et que les verres ont trinqué, Charles Langford a levé sa flûte de champagne et a souhaité la bienvenue à Martin Gray. J'ai cligné des yeux, fixé mon badge en plastique blanc, écrit à la main et en cursive, mais il y était écrit Martin. J'ai eu le souffle coupé. Je me suis éclairci la voix. Marshall, ai-je dit doucement. Il s'est arrêté, a jeté un coup d'œil à sa femme, puis à moi. Oh, a-t-il dit. Martin, bien sûr. Il a pris une gorgée comme s'il s'était trompé de nom par accident. J'ai souri et laissé couler, car je détestais cette scène. Mais intérieurement, je sentais le sang affluer dans mes veines, la fierté et l'indignation, se battant pour la domination. Derek croisa mon regard de l'autre côté de la pièce et m'offrit un léger sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Il s'était habitué au cercle poli où les gens ne jetaient jamais un coup d'œil à l'homme sur la liste des invités et ne se souciaient que de leur propre reflet. Je repensais aux années que je l'avais élevé, lui apprenant à reconstruire des moteurs à partir de ferraille, à ne jamais laisser un seul boulon se perdre, à se tenir droit et à regarder un homme dans les yeux. Et maintenant, je le voyais déplacer son poids, baisser les yeux quand on me parlait, comme si mes mains le salissaient par association. Ce spectacle me blessa plus profondément que n'importe quelle insulte. À la fin de la soirée, Derek me raccompagna jusqu'à l'allée sous la lueur des lanternes suspendues à des crochets en fer forgé. L'air sentait le lilas frais et le diesel. Il hésita avant de parler, les mots jaillissant à toute vitesse. « Papa, merci d'être venu. » Il m'ébouriffa les cheveux, un geste que je n'avais pas ressenti depuis des années.
Je sais que ce n'est pas ton genre. J'acquiesçai. Je suis fier de toi, dis-je, même si cela me semblait creux. Ma fierté résidait toujours dans le garçon qu'il était devenu. Gentil, fort, honnête. Je voulais qu'il voie que j'étais aussi fier de l'homme que j'avais travaillé pour lui. De retour à mon atelier le lendemain matin, je contemplais mon reflet dans la vitrine tachée d'huile. De la graisse maculait ma joue là où j'avais essuyé ma sueur. Je passais une main dans mes cheveux grisonnants, pensant à tous les jugements que le monde allait me porter désormais, à mes vêtements, aux rangées tranquilles de modestes maisons de ville que je possédais, au code ouvrier tatoué sur chaque trait de mon visage. Je n'avais jamais caché mon passé, mais j'avais caché mon présent. Sous ma SARL, MG Holdings, je contrôlais des biens immobiliers tout aussi prestigieux que ceux des Langford. J'avais acheté ces maisons il y a 6 ans lors de ventes aux enchères, élevant Derek non pas sur la vanité ou le statut, mais sur les valeurs qui, je le croyais, le soutiendraient. Le travail, l'humilité et la loyauté. Mais ce matin-là, dans l'écho des moteurs et le sifflement des clés pneumatiques, j'ai compris que l'avenir de Derek avait commencé à le reforger en quelqu'un que je reconnaissais à peine. J'ai marché entre les rangées de voitures, chacune attendant mon contact, et j'ai pris une décision. Je ne resterai pas anonyme dans l'ombre pendant que les beaux-parents de mon fils me traitaient comme un fantôme. Je leur montrerai la profondeur de ce qu'ils tenaient pour acquis. Je rappellerai à Derek et au Langford qui était vraiment Marshall Gray, un père qui construisait plus que des moteurs, qui posait des briques d'honnêteté et du mortier de dévouement, et qui refusait d'être mis à l'écart dans la vie de son propre fils. Ce soir-là, lorsque Derek m'a rappelé, la voix tendue par l'incertitude, je me suis assis à mon bureau, les mains jointes. Derek, ai-je dit, il y a quelque chose que tu dois savoir. Et tandis que son nom résonnait à mes oreilles, j'ai senti une détermination silencieuse s'installer dans ma poitrine. J'avais caché ma fortune pour lui apprendre que le caractère compte plus que le capital. Mais s'il fallait tout révéler pour lui rappeler ses racines, qu'il en soit ainsi. Je me préparais donc à lui montrer le père qu'il croyait connaître et l'homme qu'il avait oublié d'appeler fièrement papa. Dès que je suis entré dans le salon de Langford pour la première fois après les fiançailles de Derek, j'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec le sol en marbre poli ou la climatisation réglée sur Arctic. Ses parents, Charles et Evelyn Langford, me considéraient comme une invitée indésirable s'attardant près du porte-manteau. Leurs yeux ont survolé ma veste en jean repassée et mes bottes de travail usées, se posant plutôt sur les miroirs ornés et les œuvres d'art soigneusement sélectionnées qui ornaient les murs. Je les ai salués d'une poignée de main ferme et d'un sourire. Mais chaque fois que je parlais, je sentais que le hochement de tête polie n'était rien de plus que la courtoisie due à leur aide. Ils m'ont appelé Martin 3 fois ce soir-là. Je m'appelle Marshall, et je les ai corrigés à chaque fois, même si la correction était à peine perceptible qu'ils revenaient sur leur erreur. On aurait dit qu'ils étaient déterminés à m'effacer du récit pour nier toute relation réelle entre le père et le marié. Je me suis tu et j'ai accepté leur froide politesse. Parce que je n'ai jamais aimé une scène et parce que Derek était à mes côtés, appuyé contre mon bras, les yeux brillants d'excitation nerveuse. Il n'avait pas remarqué que ses futurs beaux-parents me renvoyaient. Ou, s'il l'avait remarqué, il avait préféré le silence à la confrontation. Ce choix était plus profond que n'importe quelle insulte. En le voyant s'enfoncer davantage dans leur monde, j'avais peur qu'il oublie d'où il venait, qu'il oublie le petit garage où il avait appris à changer un pneu à 6 ans, où il s'était glissé pour la première fois sous le châssis d'une Camaro rouillée. L'odeur d'huile et de solvant lui avait appris que le travail était plus honnête que n'importe quel relevé bancaire. À la fête de fiançailles, je me tenais près de la table des rafraîchissements, tenant une assiette de petites quichas et d'eau pétillante, tandis que Charles Langford se lançait dans un discours sur l'union harmonieuse de 2 familles prestigieuses. Son regard ne croisa pas le mien. Evelyn discutait avec les tantes de Marissa de composition florale et ou de présentation, puis s'interrompit pour me demander d'un ton sec quel était mon secteur d'activité. L'immobilier, ai-je répondu. Je possède quelques biens locatifs. Elle arqua un sourcil, un sourire d'incrédulité poli se dessinant au coin de ses lèvres. Oh, dit-elle, des locations. Comme c'est étrange. Le mot flottait dans l'air comme un ricanement. Je hochai légèrement la tête et ne dis rien de plus. Derek croisa mon regard de l'autre côté de la pièce et m'adressa un bref sourire d'excuse, un sourire qui semblait dire, je sais, papa, mais c'est comme ça que ça doit être maintenant. Ces mots m'auraient réconforté autrefois, mais maintenant, ils me piquaient comme du sel sur une plaie ouverte. Je me souvenais des nuits où je veillais pour l'aider à faire ses devoirs, des samedis que nous passions à peindre le hangar derrière notre maison, des prières silencieuses que j'avais murmurées à sa naissance, lui promettant une vie meilleure que la mienne.
Et il se tenait là, debout aux côtés des parents de sa fiancée, telle une ombre qu'ils avaient choisie. Son visage se figea dans une expression polie, sans la moindre trace du rire que je savais qu'il gardait en lui. Après les toasts, je me promenais dans la véranda, admirant la vue sur les jardins impeccables baignés par la lumière du soleil couchant. Chaque fenêtre offrait un cadre d'une perfection absolue. Et pourtant, à l'intérieur, je ressentais le vide d'un invité qui n'avait rien à faire. Je pensais à Camilla, ma manager, qui m'avait appris l'importance de cultiver le respect avec chaque locataire et propriétaire. Je repensais à la fierté que j'avais ressentie en remettant à Derek son premier jeu de clés d'une maison qu'il m'avait aidé à rénover. Je réalisais que les Langford ignoraient qui j'étais vraiment, et leurs suppositions me blessaient plus que leurs moqueries. Plus tard, lorsque Marissa me présenta à ses amis de fac, elle me présenta comme le père de mon fiancé. Il y avait de la chaleur dans sa voix, mais elle était éclipsée par le rapide regard qu'elle lança à sa mère, comme pour s'assurer que je ne m'écartais pas de ma place. Un avertissement maternel, tacite, me rappelant mon rang dans ce monde soigneusement orchestré. Marissa me serra le bras et la bouche. Ne t'inquiète pas, mais j'étais plus inquiète que jamais. Sur le chemin du retour, Derek rompit le silence. Sa voix était basse, vulnérable. Papa, je suis désolé, dit-il en scrutant mon visage. Je lui jetai un coup d'œil, lus le conflit dans son regard et m'adoucis. Fiston, dis-je. Ils ne me connaissent pas encore. Ils voient ce qu'ils veulent voir. Il hocha la tête, mais je l'entendis déglutir avec difficulté. Je savais qu'il voulait que je laisse tomber pour lui, que je joue le jeu jusqu'au mariage. Mais je ne pouvais ignorer ce que j'avais vu. Des visages détournés. Des mots soigneusement choisis pour tuer dans l'œuf le respect avant qu'il ne s'installe. Les jours suivants, je vis Derek s'enfoncer davantage dans leur monde. Il cessa de porter ses chemises en flanelle préférées, troqua ses vieilles bottes en cuir contre des mocassins cirés, commença à utiliser des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. Portfolio, présentation, image. Il semblait fier, mais j'entendis l'écho du garçon qui me demandait de lui apprendre à souder, dont les mains tremblaient d'excitation lorsqu'il tenait enfin un fer à souder. Il était devenu l'image même de la sophistication, mais à chaque leçon apprise, il s'éloignait de lui-même. Mon fils, un peu brut de décoffrage, honnête jusqu'à l'excès. Quand Derek m'a proposé de dîner avec eux au Langford Country Club, j'ai hésité. Le Country Club, une autre scène où mes mains tachées d'huile dépasseraient comme des écharpes dans un panneau d'acajou, mais j'ai ravalé ma fierté et j'ai accepté. J'ai imaginé le tapis rouge du luxe, l'argenterie rutilante, les voix chuchotant sur leur propre importance. J'irai. J'ai décidé pour Derek. Peut-être qu'en faisant preuve de respect, je pourrais lui apprendre que le respect se mérite, et non s'exige. Ce soir-là, en boutonnant ma plus belle chemise et en laçant mes chaussures de ville en cuir, des chaussures que je n'avais pas portées depuis des années, j'ai senti le poids de tout ce que j'avais construit dans mon atelier, dans mes propriétés, dans l'éducation de mon fils. Je me suis demandé si cela aurait une importance ici, dans un monde défini par l'apparence et l'héritage. Je me suis demandé si les indifférences que j'avais déjà ressenties n'étaient que le début, le prélude à de plus grands affronts à l'approche du mariage. Mais j'étais aussi profondément déterminé. Si les Langford voulaient une performance, je leur en offrirais une. Leur montrer qui était vraiment Marshall Gray, et non la caricature qu'ils ont créée. Et peut-être, juste peut-être, pourrais-je montrer à Derek que, peu importe le nombre de familles prestigieuses de l'immobilier auquel il appartenait, il serait toujours le fils d'un mécanicien et d'une propriétaire qui se donnait à fond pour que son fils puisse se démarquer dans n'importe quelle pièce. C'était un mercredi après-midi quand j'ai reçu l'appel, juste après avoir remplacé un chauffe-eau cassé dans l'un des duplex de Haddon. Ma chemise me collait à la peau, couverte de sueur et de poussière, et j'étais plongé dans la paperasse au fond de la boutique lorsque le nom de Derek s'est allumé sur l'écran de mon téléphone. Je me suis essuyé les mains avec un chiffon, puis j'ai décroché. « Salut fiston », ai-je dit en souriant. Sa voix était tendue, trop mesurée. « Dis donc, papa, tu as une minute ?» Toujours, dis-je, sachant déjà que ce ne serait pas une simple discussion. Il y eut un silence. Un de ces silences épais et prolongés qui se forment comme le tonnerre avant l'orage. « Je veux te parler de la liste des invités au mariage », commença-t-il à voix basse. « C'est juste, eh bien, les Langford. Ils ont vraiment mis l'accent sur l'intimité. » Mon sourire s'est estompé, mais j'ai gardé un ton léger. L'intimité, ça va. Pas besoin d'amener toute la ville. Juste moi et quelques amis. Ça te va ?
Il y a eu un autre silence. Puis, papa, il pense que ce serait plus simple si on n'incluait pas tout le monde. Enfin, juste la famille proche. Juste moi, Marissa, les demoiselles d'honneur, et pas moi, ai-je dit, la voix soudain plus aiguë que prévu. Non, non, bien sûr que toi, a-t-il dit rapidement. Mais ça ne ressemblait pas à de la conviction. C'était plutôt une obligation. Puis le coup de grâce est venu. C'est juste que Rosewood Manor a une certaine image qu'ils recherchent et ils ne veulent pas de distraction. De distraction. Le mot a frappé plus fort que n'importe quelle clé à molette. Je l'ai senti résonner dans ma poitrine. Distraction. C'est ce que j'étais devenu à leurs yeux. Pas un père. Pas l'homme qui l'a élevé seul. Juste un esthétique. Un inconvénient. Une tache sur leur élégance soignée. Alors, je suis une distraction maintenant. J'ai dit plus doucement. Je vois. Non, papa. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais ce n'était peut-être pas ce qu'il voulait dire, mais c'était ce qu'il avait laissé dire. Ce qu'il avait accepté quand il n'avait pas résisté. Tu me dis que je t'ai élevé, que j'ai mis de la nourriture sur la table, que je t'ai appris tout ce que je savais, et maintenant je ne suis pas assez propre ni poli pour assister au mariage de mon propre fils. Papa, ce n'est pas comme ça. S'il te plaît, dit Derek. Mais j'entendais la panique se glisser dans sa voix. Je ne veux juste pas rendre les choses plus difficiles avec la famille de Marissa. Plus difficiles? Je ravalais les mots que je voulais dire. La vérité, c'est que j'avais travaillé toute ma vie pour faciliter les choses à Derek. J'ai pris un deuxième emploi, renoncé aux vacances, sauté des repas parfois quand les affaires étaient serrées. Je ne l'ai jamais laissé me voir plier. J'étais fier comme une seconde peau. Non pas parce que j'avais besoin de reconnaissance, mais parce que je croyais que je construisais un homme qui se souviendrait du sacrifice. Je n'aurais jamais pensé être traité comme si je n'avais pas ma place dans le moment le plus important de sa vie. J'ai laissé le silence planer entre nous. Laisse-le s'y asseoir. Papa, je t'aime. Bon, tu sais que je t'aime, essaya-t-il. Ce n'est pas personnel. C'est juste compliqué. Compliqué? Répétai-je en m'efforçant de me calmer. Tu as déjà pensé que c'était compliqué pour moi quand j'ai cumulé 3 boulots pour te payer tes études? Quand j'ai vendu mon camion pour que tu n'aies pas à contracter de prêt? Tu y as déjà pensé? Moi oui, dit-il. Et j'y crois. Moi oui. Mais savoir et se souvenir ne signifie pas défendre l'essentiel. Et maintenant, tu ne peux pas tenir tête à un magnate de l'immobilier et à sa femme trophée pour leur annoncer que ton père sera à ton mariage. C'est ce que tu dis. Il ne répondit pas. Je laissai échapper un soupir et parcourus le bureau du regard. Des piles de factures. Une photo encadrée de Derek et moi, prise quand il avait 11 ans. Nous étions tous les deux couverts. Tout en graisse, souriant à côté de la chevelle rouillée qu'il avait passé 2 étés à restaurer. Ce garçon, celui sur la photo, se serait battu avec n'importe qui pour moi. Mais l'homme au téléphone, il avait peur des couleurs de serviettes, des cartes des vins et de l'approbation des Langford. Je ne suis pas en colère, Derek, ai-je dit enfin. Je suis déçu. Ce mot sonne toujours différemment. Et je le pensais. Ni avec rage, ni avec malice, mais avec la douleur profonde d'un père qui voit son fils s'éloigner de tout ce qui comptait sans s'en rendre compte. J'enverrai quand même un cadeau, ai-je dit. Et une carte. Tu peux dire aux Langford de ne pas s'inquiéter. Je ne gâcherai pas leur esthétique parfaite. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'aggrave pas les choses. J'ai failli rire, mais c'était plutôt un soupir. Tu l'as déjà fait, fiston. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse se démener pour s'excuser davantage. Le silence régnait dans la boutique après ça. Je me suis assis sur la chaise derrière mon bureau, le siège en vinyle grinçant sous moi, et j'ai regardé dans le vide. Distraction, dis-je à voix haute, laissant le mot rouler sur ma langue comme une amertume que je ne pouvais cracher. Je n'étais pas simplement rayé de la liste des invités. J'étais effacé de l'équation. Comme si ma présence était honteuse, trop brutale pour des tables impeccables et des centres de table floraux. Je savais de quoi il s'agissait vraiment. Ce n'était pas une question d'espace. C'était une question de statut. Il ne voulait pas d'un homme qui ait l'air de travailler de ses mains. Il voulait un glamour narratif, un héritage,
de l'exclusivité. Pas quelqu'un dont les bottes laissaient des traces de boue sur leur marbre. Il ne savait pas qui j'étais. Il voyait un mécanicien avec un vieux camion. Pas un homme qui possédait plus de biens que leur portefeuille ne pouvait en compter. Il voyait du cran plutôt que de la grâce. Et ils l'ont vu parce que je les ai laissés faire. J'ai choisi d'élever Derek dans la simplicité. J'ai choisi de ne pas faire étalage de la SARL, sans parler du fait que je possède des appartements dans leur quartier. Je ne pensais pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit jusqu'à maintenant. En fermant le bureau à clé et en me dirigeant vers le camion, j'ai levé les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Un silence précède un l'homme décide que trop c'est trop. Je n'allais pas me disputer avec les Langford. Je n'allais pas quémander une place au mariage de mon propre fils, mais je n'allais pas disparaître non plus. Plus maintenant. S'ils pensaient que je n'avais pas ma place, il était peut-être temps que je leur rappelle qui j'étais et à quel point leur mariage parfait dépendait de l'homme qu'ils avaient écarté. Rosewood Manor. Pour la plupart des gens, c'est un fantasme. De majestueuses colonnes blanches, de vastes pelouses taillées comme du velours, et une salle de bal bordée de lustres en cristal qui reflètent les rêves en or. Pour les couples en ville, c'est le lieu idéal. Le genre de lieu réservé 2 ans à l'avance et dont on murmure l'existence comme dans un château enchanté. Ce qu'ils ignoraient, ce que personne ne savait, c'est que j'en étais le propriétaire discret, légal, entier. Il y a 6 ans, je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères. Il était en piteux état, avec des fondations fissurées, du lierre envahissant, de la moisissure rampant sur les murs. La plupart des gens n'y voyaient pas de potentiel, mais moi, si. J'ai vu une propriété qui avait simplement besoin de quelqu'un qui se soucie davantage de sa restauration que de sa réputation. J'ai créé une SARL, MG Holdings, et j'ai investi tout ce que j'avais gagné dans cet investissement. J'ai travaillé de nuit avec une équipe d'artisans, de couvreurs, de plâtriers et d'électriciens. Et petit à petit, brique par brique, nous l'avons relancé. J'ai gardé mon nom secret dans les documents publics, payé mes impôts en avance, et je ne me suis jamais présenté à un rendez-vous à Rosewood. Je n'ai rien dit. Non pas par manque de volonté, mais parce que j'avais passé ma vie à l'élever avec des valeurs, de la modestie et de l'humilité. Je n'ai jamais voulu que mon argent définisse notre relation. Je voulais qu'il apprenne le genre de fierté qui ne vient ni du pouvoir ni de la propriété, mais de la décence. Je conduisais un vieux pick-up ou une chemise en flanelle plus que de la polaire, et je me fichais que les gens me prennent pour un simple mécanicien à la retraite avec des loyers à payer. C'est comme ça que j'aimais ça. Qu'il me sous-estime. Qu'il ne me regarde pas. Mais le jour où il m'a traité de distraction, quelque chose a basculé dans ma poitrine. Ça ce n'était pas de la colère, du moins pas au début. C'était de l'incrédulité, de la douleur, puis une lente et profonde brûlure. Je lui avais tout donné, mon temps, ma sueur, mon nom, et maintenant, je n'étais plus assez bien pour figurer sur leur photo de mariage parce que je ne correspondais pas au style de Rosewood Manor. J'ai repensé à tous les mariages que j'avais discrètement observés là-bas au fil des ans. Des couples trinquant avec des flûtes de champagne, des mères se tamponnant les yeux avec de la dentelle, des pères prononçant des discours sur l'héritage, et j'étais toujours en retrait, parfois littéralement. Une fois, j'ai aidé à réparer la machine à glaçons 1 heure avant la réception. Une fois, j'ai colmaté une fuite dans le toit à minuit pour que les mariés ne se réveillent pas dans un couloir trempé. Toujours présent, toujours invisible. Plus maintenant. Cet après-midi-là, je suis allé au manoir. Camilla, ma manager, m'a accueilli à la porte arrière, comme toujours. Elle est à mes côtés depuis le début. Vive, loyale, farouchement protectrice de ma vie privée. Elle savait comment je fonctionnais. Discrète, mais jamais hors de contrôle. 1 minute ? J'ai demandé, elle entra dans son bureau. Bien sûr, dit-elle en posant un classeur. Tout va bien ? Je m'assis et passai ma main calleuse sur ma mâchoire. J'ai besoin de savoir si la liste de mariage gay de Langford inclut mon nom. Elle cligna des yeux, puis se tourna vers son ordinateur portable, tapant avec une précision rapide. Ils ont soumis leur dossier de carte d'invité ce matin. Laissez-moi le consulter. Un silence, puis une lente expiration. Non, vous n'êtes pas sur la liste. Pas le père du marié. Juste le cortège nuptial de Langford et votre fils. C'est surprenant. Pas vraiment, dis-je en ravalant la chaleur qui me montait à la gorge. Il pense que je ne serai pas à ma place. Elle se pencha en avant. Vous voulez que je règle ça ?
J'appelle Evelyn Langford moi-même. Je secouai la tête. Non, qu'il continue à penser que je ne suis pas assez importante pour être incluse. Je marquai une pause, puis ajoutai, mais je veux que le contrat soit retiré dans son intégralité, tout le contrat de réservation. Camilla haussa un sourcil. Vous annulez. J'acquiesçai une fois. Lentement, avec effet immédiat. Remboursement intégral de la compte. Et assurez-vous, c'est écrit d'une manière indéformable. Je veux que ce soit respectueux, mais définitif. Ses doigts hésitaient sur le clavier. Tu es sûr? J'en suis sûr. Je suis resté assis là un long moment après son départ, écoutant le tic-tac de l'horloge ancienne au-dessus de la cheminée. J'ai repensé à Derek enfant. Comment il s'endormait dans la cabine de mon camion pendant de longs travaux de réparation. Comment il m'a demandé un jour si nous vivrions un jour dans un manoir. Je lui ai dit, peu importe à quoi ressemble une maison si ses habitants ne se respectent pas, et il a hoché la tête comme s'il comprenait. Je me suis demandé s'il le comprenait toujours. Quand Camilla est revenue, la lettre était tapée et prête à être signée. Elle l'a glissée sur le bureau. J'ai programmé son envoi pour vendredi, a-t-elle dit. La veille de leur dernière visite, parfait, ai-je dit en prenant l'épingle. Ma main est restée immobile une seconde, puis je l'ai signée avec le même soin délibéré que j'avais mis sur toutes les factures de réparation que j'avais écrites. Camilla a étudié ma visage. Tu veux les appeler personnellement? Non, dis-je. Laisse parler le journal. Elle hocha la tête, puis sourit faiblement. J'ai toujours su que tu brûlais d'envie, Marshall. Je ne lui rendis pas mon sourire. Pas encore. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de faire une scène ou de faire du bruit. Il s'agissait de tracer une ligne dans le sable qui disait, jusqu'ici, pas plus loin. Je pouvais supporter qu'on m'ignore. Je pouvais supporter qu'on m'insulte, mais je ne supporterais pas d'être effacé. En sortant du bureau et en me tenant au bord de la pelouse, j'ai contemplé l'étendue de verdure qui aurait accueilli leur cérémonie. Les rosiers étaient en pleine floraison. La brise agitait les rubans de soie suspendus aux lanternes de la cour. Ils ignoraient que je possédais le sol sous leurs rêves, mais ils allaient le découvrir. Je suis arrivé au manoir Rosewood peu après 18 heures, le soleil bas peignant le domaine d'un or chaud et projetant de longues ombres sur le terrain gravillonné. Le manoir se dressait tel une cathédrale silencieuse sur le ciel, d'un blanc immaculé. Des colonnes, du lierre grimpant avec élégance sur le côté, et des rangées de fleurs s'épanouissant avec un ordre précis. C'était un endroit dont tout le monde rêvait. Mais ce soir-là, je n'étais pas là pour le fantasme. J'étais là pour la réalité. Camilla avait omis mon nom de tous les documents publics, comme convenu lors de l'achat. C'était une question d'intimité, de contrôle, de discrétion derrière le rideau. Mais maintenant, ce rideau ressemblait à un bouclier que j'avais utilisé pour protéger des gens qui ne méritaient pas protection. J'ai fait un signe de tête à Curtis, le responsable de la sécurité à l'entrée, et il m'a laissé passer sans poser de questions. Camilla m'avait remis la liste des invités plus tôt dans la journée. Je l'avais parcouru 2 fois. Le nom de Derrick y était, bien sûr. La famille de Marissa, de haut en bas, même des cousins éloignés de Langford qu'on n'avait pas vus depuis des années. Demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, stylistes, traiteurs, 2 photographes et un opérateur de drone. Et pourtant, pas une seule mention du père du marié. Pas un murmure de moi. J'ai franchi l'entrée latérale. Dans la cour où se déroulait la visite prénuptiale. Je me tenais en retrait, les bras croisés, ma chemise de flanelle repassée soigneusement glissée sous un coupe-vent sombre. Je n'étais pas habillé avec élégance, mais je n'étais pas non plus en tenue de travail. Je voulais être présente, ni tapa accent grave-l'œil, ni criarde, mais indéniablement présente. Il se tenait dans le hall principal lorsque je suis entré chez les Langford, et Derek marchait derrière un coordinateur junior qui leur montrait l'agencement. Le rire d'Evelyn résonna dans la salle, vif et vif. Cet éclairage sera divin pour les photos de la cérémonie, dit-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle. Mais assurons-nous de positionner le côté du marié plus loin devant. Nous ne voulons pas d'incohérence esthétique. Charles hocha la tête, les bras derrière le dos, comme s'il inspectait une propriété qu'il s'apprêtait à revendre. Oui, oui, nous voulons que les photos de famille soient aussi soignées que celles de la mariée. Pas de surprise, ajouta Evelyn presque à voix basse, surtout pas pour quelqu'un avec une garde-robe d'ouvrier. On ne peut pas avoir de traces de graisse dans des souvenirs encadrés d'or.
J'ai ressenti cela comme une gifle. Elle n'a pas prononcé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. J'étais le seul ouvrier du cercle de Derek, le seul dont les mains étaient plus familières avec le métal qu'avec les menus. J'ai regardé Derek, debout entre eux. Il n'a pas ri, mais il n'a pas parlé non plus. Il a baissé les yeux au sol, les mains dans les poches, sans rien dire, laissant passer. Je ne sais pas ce qui a fait le plus mal, ce qu'Evelyn a dit, ou ce que Derek n'a pas dit. Je suis resté planté là, au fond du couloir, à les regarder disparaître dans la salle de bal. Les lustres étaient allumés. J'étais brillant comme des étoiles, et j'ai aperçu mon reflet dans l'une des colonnes en miroir. Je n'avais pas l'air d'un homme déplacé. J'avais plutôt l'air d'un homme à bout de patience. Je me suis dirigé vers la terrasse en prenant mon temps. Je connaissais cet endroit mieux que quiconque. J'avais supervisé chaque réparation, inspecté chaque planche grinçante avant son remplacement, choisi les motifs du carrelage, les finitions en bois, la couleur exacte des boiseries extérieures. Je me souvenais d'être resté sur cette même terrasse avec un presse-papier et un entrepreneur pendant les premières gelées de l'année, regardant la peinture s'écailler et les rêves se fissurer comme du vieux plâtre. Et maintenant, j'étais traité comme une tâche sur le lieu que j'avais reconstruit. Quelques invités supplémentaires sont entrés, des membres de la famille élargie de Marissa qui avaient participé à la première visite. Je me suis tenu à l'écart, sirotant une bouteille d'eau, saluant poliment le personnel qui savait qui j'étais vraiment. Ils m'ont répondu par de subtils hochements de tête. Camilla leur avait probablement dit de ne rien dire. Tant mieux. Je n'avais pas besoin d'annonce. J'avais besoin de voir quel genre d'homme était mon fils. J'ai regardé Evelyn caresser le bord de la table d'honneur du doigt, marmonnant quelque chose à propos du plan de table. Et le père de Derek, dit-elle au coordinateur, s'il insiste pour venir, il devra être assis au fond, peut-être près de l'entrée du personnel. Il n'est pas vraiment prêt pour la photo. Derek ne dit plus rien, il resta planté là. Pas un mot, pas un mot. Je sentis quelque chose se refermer en moi, comme une valve qui tournait dans ma poitrine. C'était une chose d'être ignoré par des inconnus, mais d'être rejeté, méprisé, et de subir le silence de mon fils. Ce silence était une trahison en soi. Je pouvais encaisser un coup. J'en avais pris beaucoup dans ma vie. Mais ce n'était pas une question de fierté. C'était une question de dignité, la mienne. Et le fait que mon propre sang ne puisse la défendre en disait long. Je fis demi-tour et partis sans bruit avant que quiconque ne me voie. Mes bottes craquèrent doucement sur le chemin de gravier tandis que je retournais au camion. Le ciel s'était assombri, une brume bleue se pressant contre les arbres, et le manoir derrière moi paraissait paisible, magnifique même. Mais la beauté était creuse maintenant. De retour dans le camion, je restai assis un moment, les deux mains sur le volant. Je ne démarrai pas le moteur. Je fixai simplement mon reflet dans le rétroviseur. L'homme que j'avais vu. Ce n'était pas la distraction qu'il craignait. Il était le pilier sur lequel ce garçon s'appuyait. Il était les mains qui payaient les études, la voix qui distinguait le bien du mal, le dos qui supportait 2 emplois à la fois pour payer les crampons et les réparations automobiles, et 1000 autres choses qui simplifiaient la vie de Derek quand la mienne était agitée. Et il n'allait plus rester dans l'ombre. Il voulait un mariage sans le mécanicien, cet homme aux doigts tachés d'huile et à la voix trop sincère. D'accord, mais ils allaient apprendre d'une manière ou d'une autre qu'on ne bâtit pas ses rêves sur les os du sacrifice de quelqu'un d'autre et qu'on ne s'attend pas à un silence total. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Camilla et j'ai pris la copie de la lettre d'annulation. Mon nom n'était pas sur la liste des invités, mais il allait les hanter d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le lendemain matin, je les ai vus dans la salle de bal, discutant de l'emplacement du mécanicien et faisant comme si je n'avais pas construit la moitié de ce sur quoi ils se tenaient, je n'ai pas fait la grasse matinée. Je ne le fais jamais. J'étais debout. 17 heures, je me suis préparé un café noir bien serré, je me suis assis à ma table de cuisine usée et j'ai contemplé l'exemplaire imprimé du contrat de mariage gay de Langford. Camilla avait déjà rédigé le contrat de résiliation. Il était soigneusement posé à côté de ma tasse. 3 pages impeccables qui énonçaient les conditions de résiliation, polies, professionnelles et définitives. Je l'ai relu, non pas par méfiance envers le langage, mais parce que j'avais besoin de le ressentir. Chaque phrase, chaque clause. Je voulais porter le poids de la décision sur ma poitrine. J'ai pensé à Derek. J'ai pensé au garçon qui me suppliait de venir avec moi lors des interventions, qui s'endormait à l'arrière du camion, emmitouflé dans ma flanelle. J'ai pensé à l'homme qu'il était en train de devenir.
Bien éloquent, bien habillé, et soudain effrayé à l'idée de se tenir aux côtés de l'homme qu'il avait élevé. J'avais toujours espéré lui avoir donné le genre de fondation que les lustres et les costumes sur mesure ne pouvaient ébranler. Mais j'avais tort, et ce silence me faisait plus mal que tout ce qui était bruyant. À 19 h, j'étais dans mon camion en direction de Rosewood. La route était familière, serpentant à travers les terres agricoles et longeant de petites villes, le genre d'endroit où les gens saluent encore de la main depuis leur Porsche. J'ai salué quelques joggeurs, je suis passé devant le restaurant qui servait encore mon petit déjeuner préféré à mon nom, et j'ai franchi les grilles du manoir comme je l'avais fait des centaines de fois. Camilla m'a rejoint sur le perron, un presse-papier et une enveloppe cachetée à la main. J'ai imprimé les 2 exemplaires, m'a-t-elle dit. Un pour leur représentant légal, un pour la famille. Je peux l'envoyer en recommandé ou la faire livrer par la mairie si vous préférez. Non, ai-je dit en lui prenant l'enveloppe des mains. On l'enverra par notre système habituel. Calme. Simple. Je n'ai pas besoin de feu d'artifice. Tu es sûr, a-t-elle demandé en me regardant avec ses yeux vifs et perçants qui ne ratent rien, car cela va les perturber. Surtout Evelyne. J'ai hoché la tête. Bien. Nous sommes entrés dans le bureau principal, celui avec les hautes fenêtres et le bureau en acajou derrière lequel je m'asseyais rarement. Je préférais le lieu de travail, les coins avec les échantillons de peinture et les échantillons de tissu. Mais aujourd'hui, j'étais assis derrière ce bureau comme un propriétaire. Pas seulement l'investisseur silencieux en retrait. Pas seulement le père de Deurerick, mais l'homme aux commandes. J'ai pris le code peint, l'ai décapsulé lentement et signé la commande. Annulation du mariage de Langford Gray. Remboursement intégral sous 48 heures. Aucune explication, si ce n'est un conflit de disponibilité. Toutes les demandes doivent être adressées au bureau. Aucune exception. Ma signature était fluide et régulière. Aucune hésitation. Parce que ce n'était pas une décision insignifiante. C'était le résultat de moi à me voir effacé, appelé par un mauvais nom, ignoré dans les chambres que j'avais réservées, rejeté par des gens qui pensaient que le statut avait un rapport avec la substance. Lorsque j'ai rendu les documents signés à Camilla, elle m'a longuement regardé. Vous voulez que j'appuie sur envoyer maintenant? J'ai regardé l'horloge. 9h42. Leur dernière visite était prévue pour samedi. Si nous envoyions la notification vendredi matin, ils auraient juste le temps de paniquer, mais pas le temps de régler le problème. Planifier la notification pour demain. 10 h, il était 13 h précises. Les lèvres de Camilla se retroussèrent, non pas par malice, mais par un respect discret. Compris. Je me levai, pris une grande inspiration et balayai le bureau du regard. Mon regard se posa sur un plan encadré de la rénovation originale du manoir, jauni, maculé de mes vieux traits de crayon, datant du déplacement des murs, de l'ouverture des plafonds et de l'insufflation d'une nouvelle vie. Je me souvenais d'avoir installé des câbles tard le soir, avec seulement une lampe frontale et un thermos de café. C'était la version de moi qu'il ne voyait pas, celle qu'il qualifiait de distraction. En quittant le bureau, je longeai le jardin principal. Les roses fleurissaient en parfaite symétrie, une mer de rouge et de blanc sur fond de haies que j'avais financé. La tonnelle qu'ils prévoyaient de marier comprenait une ombre fière s'étendant sur les tapis d'allée qu'ils avaient commandés. Je m'arrêtai là un instant et imaginai Derek debout devant l'autel. Je l'imaginais scrutant les rangées de visages, souriant nerveusement. Remarquait-il mon absence? Allait-il même jusqu'à dire qu'il ne remarquerait pas mon absence? Tu t'en souciais? Non, ce n'était pas juste. Il s'en soucierait, mais il ne se battrait pas. C'était là le vrai problème. Deurerick n'était pas cruel. Il ne savait juste pas se faire entendre quand il le fallait. Alors, je devais le faire pour lui, à ma façon. Cet après-midi-là, Camilla m'a envoyé une confirmation. La lettre d'annulation était programmée et chronométrée. Il ne restait plus qu'à attendre. J'ai passé le reste de la journée à arpenter les propriétés que je possédais en ville. J'ai pris des nouvelles d'un locataire dont le fils avait de la fièvre. J'ai changé les filtres à eau d'un immeuble de Midtown. J'ai salué la vieille dame qui payait encore son loyer par chèque manuscrit et m'offrait des biscuits à l'avoine à chaque fois que je passais. C'était mon peuple. Des gens qui se fichaient du nom inscrit sur l'acte de propriété. Ils se souciaient seulement de ma présence. Ce soir-là, je me suis servi un petit verre de bourbon et je me suis assis sur la véranda. Les étoiles brillaient et se détachaient sur le ciel noir. Mon chien, un vieux berger nommé Tug,
se blottissait contre moi. Je lui ai frotté les oreilles et j'ai expiré. Demain, ai-je dit à personne. Demain, ils se souviendront de celui qui a bâti leur rêve, et ils ne l'oublieront plus. L'email a été envoyé à 10 heures précises, vendredi. Camilla l'a confirmé par un simple message. J'ai déjà reçu une notification. J'ai posé mon téléphone et siroté mon café, regardant la vapeur s'élever comme une expiration silencieuse. D'un corps trop longtemps tendu. Ce n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Et elle venait d'arriver, scellée en termes juridiques et polis, sur le pas de la porte des Langford. À 10h16, mon téléphone s'est allumé. Derek, j'ai laissé sonner. À 10h18, il a rappelé, puis à 10h21. Ces messages sont arrivés par courtes rafales, tous plus frénétiques les uns que les autres. Papa, que se passe-t-il à Rosewood? Tu as des nouvelles de la salle? Rappelle-moi, s'il te plaît. C'est sérieux. J'ai lu chacun d'eux avec attention. Un calme que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Non pas que je voulais voir mon fils anxieux, mais parce que, pour une fois, il ressentait ce que signifiait être impuissant face aux décisions d'autrui. À 10h34, le numéro de Marissa est apparu. Je ne l'avais pas enregistré, mais je l'avais reconnu grâce à la fois où elle m'avait envoyé un lien Pinterest pour me suggérer des couleurs neutres pour mon costume. Je n'ai pas répondu. Sa messagerie vocale est tombée immédiatement. Monsieur Gray Marshall, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Rosewood vient d'annuler notre mariage. Il doit y avoir une erreur. Si vous connaissez quelqu'un, si vous pouvez faire quoi que ce soit pour nous aider à le récupérer, appelez-moi. Je vais arranger ça. S'il vous plaît. À 11h, j'avais 3 appels manqués d'Evelyn Langford elle-même. Un de son assistante personnelle, un du bureau de Charles. Tous des variations de désespoir, certains maquillés de panique, d'autres de faux calme, l'un avec cette pointe de prétention que je connaissais aussi. Eh bien. Marshall, dit Evelyn sur son répondeur, la voix tendue, mais essayant de garder son calme. On vient de m'informer qu'il y a eu une confusion avec le lieu. Évidemment, nous avions un accord contraignant. Si vous pouviez nous mettre en contact avec quelqu'un, n'importe qui pourrait résoudre ce problème rapidement, nous vous en serions très reconnaissants. Nous envisagerions même un bonus. Merci. J'ai écouté le message 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Vers midi, j'ai finalement décroché l'appel de Derrick. Papa, dit-il immédiatement. Sa voix s'est légèrement brisée. Tu vas bien? Il se passe quelque chose de bizarre. Ils viennent de dire que Rosewood a annulé. Aucune explication. Tu peux m'aider? Salut, fiston, dis-je d'une voix calme. J'ai entendu. Tu l'as entendu. De qui? Je ne répondis pas tout de suite. Je voulais qu'il entende mon silence. Laisse-moi le comprendre avant de lui dire la vérité. Il continua plus vite. Nous avons appelé le bureau. Ils ont dit que c'était un conflit d'horaire, mais la date était fixée. Nous avons tout signé. Que s'est-il passé? Les parents de Marissa paniquent. Je me suis levé et je suis sorti sur mon porche, les planches gémissant sous mes bottes. Je te l'ai dit une fois, ai-je dit. Certaines personnes ne comprennent que le langage des conséquences. Il y a eu un moment de silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai dit que quand on efface l'homme qui les a élevés, quand on le laisse manquer de respect à tout bout de champ sans dire un mot, il ne faut pas s'attendre à un silence en retour. Encore du silence, alors. Papa, tu dis que tu? Je possède Rosewood, Derek, ai-je dit, ni durement, ni triomphalement, juste sincèrement. Je l'ai acheté il y a 6 ans discrètement sous MG Holdings. Il est à moi. La ligne s'est tue. Je pouvais l'entendre s'arrêter de respirer. Ce n'était pas juste de la surprise. C'était de la honte. Tu en es propriétaire. Il a fini par murmurer tout ce temps. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je ne voulais pas que mon argent te serve à grandir. Je voulais aussi des valeurs. L'éthique du travail, l'intégrité, pas les lustres et les apparences, mais le mariage. Il ne voulait pas de moi là-bas. J'ai dit, plus pointu maintenant. Pas seulement en esprit, mais aussi en nom. Tes futurs beaux-parents préparaient un mariage dans un bâtiment que j'avais sauvé de la ruine et ils m'ont quand même traité de distraction. Et toi? J'ai marqué une pause.
Tu les as laissés faire. Il n'a pas protesté. Il pensait que je n'avais pas ma place, ai-je dit. Alors je me suis retiré, ainsi que leur salle. Je ne savais pas quoi faire, a-t-il dit doucement. Tu aurais pu dire quelque chose, ai-je répondu. Même si c'était juif. C'est à eux de voir, ai-je dit. Et à toi. Le soir, les Langford étaient en pleine pagaille. Camilla m'a transmis une série de courriels dans lesquels ils tentaient de culpabiliser, de marchander, et ont finalement menacé de poursuites judiciaires. Elle a mis fin à tout cela avec une précision chirurgicale. Au terme du contrat, MG Holdings se réserve le droit d'annuler tout événement avec remboursement intégral et préavis suffisant. C'était la clause que Charles avait probablement survolée dans les petits caractères. Vers 20h, j'ai décidé de faire une apparition. Les Langford donnaient un dîner dans leur domaine. Une de ces réceptions prénuptiales, qu'ils prétendaient réserver à la famille et aux amis proches. Je me suis garé dans leur allée en jean propre, chemise blanche boutonnée et bottes cirées juste assez pour marquer le coup. Je ne me suis pas habillé pour eux. Je me suis habillé pour moi. Evelyne a ouvert elle-même. Ses yeux se sont écarquillés comme si elle avait vu un fantôme. Marshall, a-t-elle dit en clignant rapidement des yeux. Je ne t'attendais pas ici. Je sais, ai-je répondu avec un sourire calme, mais j'ai pensé passer. Elle s'est écartée lentement, jetant un coup d'œil dans le couloir vers la salle à manger où des voix murmuraient encore. Ce n'est vraiment pas le moment. Je ne resterai pas longtemps, ai-je dit. Je pensais juste que tu devrais l'entendre de ma bouche. Entendre quoi? Mais je ne lui ai pas encore répondu. Je suis passé devant elle pour entrer dans la salle à manger où Charles était assis en bout de table, faisant tourner du vin, et Marissa a levé les yeux d'un plan de table imprimé. Dererik était là aussi, les yeux écarquillés à mon approche. Je fouillai dans ma poche, dépliai une lettre et la posai sur la table devant eux. Je crois que c'est la vôtre, dis-je, et pour la première fois, le silence s'installa dans la salle à manger de Langford. Le silence n'était pas seulement gênant, il était étouffant. Le tintement des couverts s'était arrêté en plein mouvement, le vin s'était arrêté aux lèvres, les chaises figées. Debout au bout de la table, la lettre se déplia devant eux comme une sonnette d'alarme qui avait enfin sonné. Je n'élevai pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Le poids de ce que j'avais fait pesait sur eux. Ce qu'ils comprenaient maintenant planait comme une tempête qu'ils n'avaient pas vu venir. Evelyne se tenait derrière moi, la main toujours agrippée au chambranle de la porte comme si c'était le seul moyen de la maintenir debout. Charles se pencha lentement en avant. Plissant les yeux sur la lettre, puis la souleva d'une main tremblante. Je vis sa confiance s'éroder ligne après ligne au fil de sa lecture. Sa mâchoire se serra lorsqu'il parvint au mot « Rosewood Manor », détenu et exploité par MG Holdings, se réserve le droit, le reste devenant flou sous son incrédulité. Marissa me fixa, la bouche légèrement ouverte. Sa posture n'était plus celle de la future mariée soignée et posée. Elle paraissait plus petite, hésitante, secouée, comme si le sol sous ses talons sur mesure s'était fissuré. Son regard passa de la lettre à Derek, puis à moi, puis revint. « Tu as annulé Rosewood. » La voix d'Evelyne était presque un murmure. Je me tournai lentement vers elle, puis acquiesçai. « Je l'ai fait. »« Tu ne peux pas faire ça, » dit Charles. Mais ces mots n'avaient aucun poids. Il savait déjà que ce n'était pas vrai. « Je peux, » répondis-je. « Et je l'ai fait. » Mais c'était définitif, dit Evelyne en s'avançant dans la pièce, sa voix s'élevant comme la vapeur d'une bouilloire bouillante. Nous avons payé. Nous avons confirmé. Nous avons des invités qui arrivent par avion. Les organisateurs pressent. Tu ne peux pas, je peux, répétai-je calmement, car je suis propriétaire de Rosewood. Les mots me frappèrent plus fort la deuxième fois, comme s'ils avaient eu besoin de les entendre de ma bouche pour y croire. Charles laissa tomber son verre de vin. Il se brisa sur le sol en marbre, tachant de rouge le carrelage blanc immaculé. Personne ne bougea pour le nettoyer. Personne ne dit un mot. Ils se contentèrent de fixer du regard. Derek, assis au milieu de la table, semblait avoir perdu le souffle. Son visage était pâle, et pour la première fois, je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois. De la reconnaissance. Il ne me regardait pas comme le fardeau qu'il devait marcher sur la pointe des pieds pour obtenir l'approbation des Langford. Il me regardait comme un fils qui vient de réaliser qu'il a oublié qui était son père. « Tu possèdes Rosewood » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte. « Oui,
répondis-je en soutenant son regard. Je l'ai acheté il y a 6 ans, je l'ai rénové, je l'ai restauré brique par brique. Je l'ai construit pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je me suis rapproché de la table parce que je ne t'ai pas élevé avec des signes de dollars. Je t'ai élevé avec courage, avec travail, avec la fierté de qui tu étais, et non de ce que tu possédais. La pièce resta immobile, la tension épaisse et crépitante. Les lèvres d'Evelyne tremblèrent, mais je n'aurais su dire si c'était de choc ou de fureur. C'est une question de vengeance, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Parce que nous ne t'avons pas accueilli comme tu le souhaitais. Parce que tu t'es senti offensé. Non, dis-je calmement mais fermement. C'est une question de respect. Quelque chose qui manque à cette famille depuis que je suis entré chez toi. Tu n'avais pas ta place ici. S'exclama Charles. Je me tournai brusquement vers lui. Tu n'avais pas ta place. Je fis un pas en avant et, pour la première fois, il se laissa aller en arrière. J'avais ma place plus que n'importe lequel d'entre vous. Je suis l'homme qui a élevé Derek sans $1 de personne. L'homme qui a travaillé 60 semaines pour lui payer ses études. L'homme qui s'est assuré qu'il ait une chance dans cette vie sur laquelle tu es si fier de me juger. Tu n'avais pas besoin de nous humilier ainsi, dit Evelyne, la voix maintenant teintée de venin. Je n'ai pas fait ça pour t'humilier. Je l'ai fait parce que je refusais d'être traité comme si j'étais invisible. J'ai regardé Derek de nouveau, et parce que mon propre fils est resté assis en silence pendant que tu m'effaçais. Papa, a-t-il dit doucement. Sa voix s'est brisée. J'ai expiré en secouant la tête. Je ne m'attendais pas à des applaudissements, Derek. Mais un peu de courage aurait été bienvenu. Il s'est levé lentement, repoussant sa chaise. Je ne savais pas comment l'arrêter. Tout allait si vite. La famille de Marissa, ils écrasent tout. Je pensais que si je suivais le mouvement, ils t'accepteraient. J'ai demandé, même si cela impliquait de laisser des parties de soi-même derrière. Il n'a pas répondu. On ne construit pas un mariage en amputant les personnes qui ont fait de toi ce que tu es, ai-je dit. Tu es resté là sans rien faire pendant qu'ils se moquaient de moi, qu'ils me traitaient de distraction. Pas une seule fois tu n'as dit, cet homme est mon père. Tu les as laissés parler comme si je n'étais pas là. J'essayais de maintenir la paix, murmura-t-il. J'acquiesçai lentement. La paix sans la vérité n'est qu'une capitulation silencieuse. Le silence retomba dans la pièce. Charles semblait prêt à parler, mais Marissa le coupa avant qu'il ne puisse le faire. Tu as gâché notre mariage, dit-elle en tremblant. Tu as tout gâché. Je me tournai vers elle et dis, non sans gentillesse, non, Marissa. J'ai juste refusé de te laisser te tenir sur quelque chose que tu ne respectais pas, elle cligna des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dis-je, que ce mariage n'a jamais été le tien. Pas vraiment. Elle se tenait sur un sol bâti par des mains que vous prétendiez inexistantes. Et quand on construit une vie en faisant comme si les fondations n'existaient pas, elle se fissure toujours. Derrick me regarda, quelque chose de brut et de brisé dans les yeux. Que faire maintenant? J'ai haussé les épaules. C'est à vous de déterminer ce qui compte. Pas ce qui brille. Pas ce qui est facile. Ce qui compte. Je me suis retourné pour partir, mes bottes résonnant dans le couloir de marbre. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a arrêté. Et pour une fois, ce silence ressemblait à de la puissance, pas à une punition. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de discuter. J'avais dit tout ce que j'étais venu dire. Je n'étais pas l'homme aux mains huilées ce soir. J'étais l'homme qui possédait le sol sous leur fourchette en métal argenté. Et maintenant, ils le savaient tous. Le lendemain du dîner, le monde est devenu silencieux. Plus d'appels manqués, plus de messages vocaux, plus de mails transférés par Camilla. C'était comme si quelqu'un avait débranché le réseau électrique de Langford. Le silence ne m'a pas surpris. C'était le genre de silence que l'on observe quand ils pensent leur plaie et décident de s'en prendre à eux ou de se retirer. Je l'avais déjà vu trop souvent dans les affaires, lors de conflits entre locataires, même chez Derek quand il était enfant et qu'il ne savait pas comment gérer sa propre honte. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Mardi, j'avais eu des nouvelles. Ni de Derek, ni d'Evelyne ni de Charles, mais du fleuriste que nous consultions tous les deux. Mary Chin, une femme à la voix douce qui tenait une épicerie juste à côté de Fairmont, a appelé alors que j'étais sous l'évier d'un locataire,
les coudes dans une fuite due à une canalisation cassée. Marshall, a-t-elle dit doucement. Je voulais savoir si le mariage gay de Langford avait bien lieu. Ils viennent d'annuler toutes les commandes de fleurs et l'organisatrice ne m'a pas rappelé. Je me suis dit que je te contacterais depuis. Enfin, elle a hésité. Puisque tu sais, j'ai terminé pour elle en essuyant l'eau de mon front avec une serviette. Ouais, c'est annulé. Il y a eu un autre silence. Ça va, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé fixement. Le raccord en cuivre dans ma main et l'eau qui coulait lentement dans le seau. Est-ce que j'allais bien? Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas justifiée. J'avais l'impression d'avoir posé une limite et de l'avoir vu briser tout ce qui semblait solide. Ouais, ai-je dit. Je vais bien. Après avoir raccroché, je me suis rassise par terre, la clé à pipe posée sur ma cuisse. Je ne pensais qu'au visage de Derrick à cette table. Le regard de quelqu'un réalisant qu'il avait traversé une version de la vie qu'il ne reconnaissait plus. Et maintenant, cette version s'était effondrée. Il n'avait pas appelé, pas même un message, pas d'excuses, pas d'explication. Je ne m'attendais pas à en recevoir tout de suite, mais une partie de moi avait espéré qu'il viendrait à la boutique, frapperait à la porte de derrière comme il le faisait avant, me demanderait si j'avais une minute. Au lieu de cela, il n'y avait que la distance, et c'est cela, plus que tout, qui me montrait à quel point nous étions partis à la dérive. Vendredi, la nouvelle se répandait rapidement. L'annulation de Rosewood avait déclenché un effet domino. Les traiteurs ont fait marche arrière. Le quatuor à cordes a quitté la réception. Même le photographe du mariage, un vieil ami de Camille, a décliné la séance après avoir entendu comment les Langford m'avaient traité. C'est le problème avec le monde que les gens comme les Langford oublient. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans les relations. Et j'en avais plein. Vendredi après-midi, Camilla a sonné à mon bureau. « Vous avez de la visite ?» a-t-elle dit. « Des Langy ?» ai-je demandé, déjà debout. « Non » a-t-elle répondu. « Derek. » J'ai marqué une pause, puis j'ai hoché la tête. « Faites-le entrer. » Il est entré lentement, vêtu d'un jean et d'un sweat à capuche gris, rien à voir avec les chemises impeccables qu'il avait adoptées depuis les fiançailles. Ses cheveux étaient un peu en bataille, son regard lourd. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé et j'ai attendu. Il s'est éclairci la gorge. J'étais chez un ami. Je n'avais pas envie de retourner chez eux. J'ai fait signe au siège en face de mon bureau. « Asseyez-vous » s'est-il exclamé, s'affalant sur la chaise comme quelqu'un qui avait été. Courir sans but. « Je sais que tu es déçu de moi » commença-t-il. « Je suis plus que déçu, dis-je, non pas pour le blesser, mais parce que la vérité n'avait plus besoin d'être adoucie. Je suis blessé et en colère, mais surtout, je suis juste triste. » Il hocha lentement la tête, les yeux baissés au sol. « Je ne l'ai pas vu, papa. Pas comme toi. Je pensais faire ce qu'il fallait. Faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde soit content. À quel prix ? Je sais, dit-il. Maintenant, je sais. Nous restâmes assis en silence un moment. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil de fin d'après-midi projetait des ombres sur le trottoir. Une brise faisait bruisser le drapeau américain devant. C'était le genre de moment de calme que j'appréciais autrefois, simplement être au même endroit que mon fils, tous les deux respirant, construisant quelque chose côte à côte. Mais maintenant, il y avait trop de tension entre nous. Elle a dit des choses horribles après le dîner. Derek a dit d'une voix rauque. Marissa, Evelyne aussi. Ils ont dit que j'aurais dû les prévenir à ton sujet. Que j'aurais dû leur dire quoi? Quel genre d'homme tu es? J'ai haussé un sourcil. Et quel genre d'homme est-ce? Le genre qui ne s'incline pas devant l'argent. Le genre qui ne se déguise pas pour être accepté. Le genre qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il a avalé avec difficulté. Je lui ai dit que je ne voulais pas épouser quelqu'un qui voulait me modifier avant les vœux. Je me suis penché en avant, les mains jointes. Alors, c'est fini. Il a hoché la tête. C'est fini. Un étrange mélange de tristesse et de soulagement s'est installé dans ma poitrine. Tristesse pour lui, car le chagrin est toujours plus profond lorsqu'il s'agit de se découvrir soi-même. Soulagement, car peut-être, juste peut-être, ils n'étaient pas perdus après tout. Ils ne se sont même pas battus, a-t-il dit. Pas vraiment,
Evelyne a juste dit que c'était probablement mieux ainsi, que le mal était déjà fait. C'est drôle, ai-je murmuré. Ils n'ont jamais pensé au mal qu'ils ont fait avant qu'ils n'atteignent leur porte. Je sais. Il m'a regardé de nouveau, le regard clair maintenant. C'est pour ça que je suis là. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Je veux revenir, a-t-il dit. Je suis revenu à mon point de départ. À celui que j'étais avant de courir après leur approbation, si vous me le permettez. Je me suis levé, je suis allé sur l'étagère du fond et j'ai sorti une clé à molette de la boîte à outils. Une vieille, du genre qu'il tenait quand il était à peine assez grand pour atteindre l'établi. Je la lui ai tendue. Il l'a regardée, puis m'a regardé. On a 2 chauffe-eau à remplacer d'ici mardi, ai-je dit. Un à Midwood, un autre près de Rosie Avenue. Ça te tente? Il a souri, une petite lueur perçant le brouillard. Ouais, je le suis. On ne s'est pas pris dans les bras. On n'a pas pleuré. On s'est juste levé et on a marché côte à côte hors du bureau, on a descendu les escaliers et on s'est retrouvés sous le soleil de l'après-midi. Pour la première fois depuis des mois, ses pas ont de nouveau suivi les miens. De retour à l'atelier, il a retroussé ses manches et je lui ai tendu un seau d'outils. On a travaillé tranquillement un moment, épaule contre épaule. On n'avait pas besoin de parler. Le cliquetis des outils, le grognement de l'effort. Le rythme du travail, tout cela exprimait ce que les mots ne pouvaient pas dire. À un moment, il marqua une pause et dit, « J'aurais dû leur dire qui tu étais. » Je le regardai, m'essuyai les mains avec un chiffon. « Non, tu aurais dû te souvenir de qui tu étais. » Il hocha la tête et nous retournâmes au travail. Plus tard dans la soirée, il balaya le garage pendant que je comptais les factures. C'était comme au bon vieux temps, comme si quelque chose de réel était revenu. Pas comme avant, mais d'une manière qui pouvait durer. Une manière fondée sur le respect, pas sur la réputation. Les Langford ne le comprendraient peut-être jamais, mais mon fils, lui, l'a finalement compris. Le garage était plus calme que d'habitude ce lundi matin. La lumière du soleil pénétrait par la porte en baie ouverte en épais rayons dorés, attrapant la poussière en suspension comme des étincelles de souvenirs. Derek était déjà à l'intérieur quand j'arrivai tôt, vêtu d'un vieux jean et d'une de mes chemises de travail de rechange. Il avait retroussé ses manches jusqu'au coude et essuyé un jeu de clés à douille, le front plissé par la concentration. Il n'y avait aucune trace de l'homme poli en tailleur. Costume, pas de montre de créateur, pas de blazer en soie, juste Derek, mon fils, les mains tachées de graisse, les cheveux un peu en bataille, comme à 16 ans, obsédé par la reconstruction de la Civic déglinguée que nous avions retrouvée dans le jardin de Marcus Beck. « Bonjour », dis-je en posant ma thermos sur l'établi. Il leva les yeux et m'offrit un sourire. Ni forcé, ni contrit, juste calme et sincère. « Bonjour, papa. » On ne parlait plus du mariage. Plus directement. L'annulation avait fait des vagues en ville comme une pierre dans l'eau. Les gens l'avaient remarqué. Les gens chuchotaient. Quelques clients sont même entrés au garage en prétextant avoir besoin d'une permutation de pneus, juste pour avoir des informations privilégiées. Je leur ai donné la même chose qu'aux Langford, le silence et une facture. Les Langford, de leur côté, sont entrés dans la clandestinité. Les réseaux sociaux d'Evelyne ont disparu. Charles s'est retiré de quelques contrats publics. J'ai appris par la rumeur que Marissa avait quitté la ville pour un temps. Quelque chose à propos de regroupement. Je n'avais pas envie de donner suite. Ce chapitre était clos. L'important, c'était que Dererick soit resté chaque jour. Il était ponctuel. Il déjeunait avec moi sur le haillon du vieux camion. Il prenait des notes, posait des questions, se souvenait de trucs que je croyais oubliés. Il écoutait quand je parlais, ne bronchait pas quand le travail devenait compliqué et ne se dérobait pas aux tâches difficiles. En vérité, il n'avait jamais été au-dessus du travail. Il avait juste oublié ce que c'était que de gagner sa vie en travaillant dur. Nous étions en train de reconstruire. Pas seulement les objets cassés chez les gens, mais nous aussi. Mercredi, j'ai réalisé le chemin parcouru. Nous étions en train de remplacer un chauffe-eau défectueux dans un duplex près de Pindale, le genre de chantier dans un vide sanitaire étroit qui fait jurer les hommes adultes. Dererick était sous la maison, le bras tendu, la lampe torche au bec, tandis que je lui passais des outils. À un moment, il a marmonné quelque chose à propos des vieux fils de soudure et a tendu la main à l'aveuglette pour attraper une clé. J'ai hésité et j'ai dit, tu fais confiance. Je te donne la bonne ?
Il retira la lampe torche de sa bouche et sourit. Je l'ai toujours fait, papa. Et ce fut, plus que n'importe quelle excuse, plus que n'importe quel discours, le moment qui dénoua quelque chose de serré dans ma poitrine. Plus tard dans la soirée, nous étions assis au fond du magasin à manger des hamburgers dans un sac en papier, regardant le ciel viré à l'orange. Dereric se renversa dans son fauteuil, les jambes tendues, les bras encore couverts de graisse. J'ai beaucoup réfléchi, dit-il en mâchant lentement. Mauvaise habitude, répondis-je. Il rit doucement. Non, vraiment. J'ai réfléchi à ce que signifie être respecté. Je croyais savoir. Je croyais que ça signifiait l'approbation, s'intégrer, être impressionnant. Et maintenant, demandai-je. Il expira. Maintenant, je pense que le respect ne se résume pas à être perçu d'une certaine manière. C'est la façon dont on traite les gens qui nous voient quand personne d'autre ne nous regarde. J'ai hoché la tête lentement. Tu commences à comprendre. Il s'est tourné vers moi. Tu aurais pu les réprimander ce soir-là, à la fête de fiançailles, ou faire une scène, mais tu ne l'as pas fait. Inutile de crier sur des gens qui ont déjà décidé quel genre de bruit tu fais, ai-je dit. Parfois, le silence est plus bruyant. Il est resté silencieux un moment, puis a demandé, tu crois que j'ai perdu un peu de respect? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Le fils que j'ai élevé, assis maintenant à mes côtés, non pas comme un garçon honteux de ses origines, mais comme un homme qui avait retrouvé son chemin, non, ai-je fini par dire, mais tu as laissé couler un moment. Tu as laissé les gens parler autour de moi, parler par-dessus moi. Ce n'était pas par haine. C'était par oubli du prix de ce qui t'a construit. Et c'est ça qui a fait mal. Je le vois maintenant, murmura-t-il. Et je te vois maintenant, dis-je. Non pas comme l'homme que tu essayais d'être pour eux, mais comme l'homme que tu étais censé être. Il hocha la tête et fixa l'horizon. Je n'ai pas parlé à Marissa depuis mon départ, ni au Langford. Je n'arrête pas de penser que je devrais dire quelque chose. Une conclusion, ou quoi que ce soit. Je secouai la tête. Parfois, le silence est synonyme de conclusion. Parfois, s'éloigner est toute la phrase. Dereric sourit puis se tourna vers l'atelier. Tu crois qu'on peut réparer l'ascenseur hydraulique demain? Ce truc fait des siennes. Déjà devant toi, dis-je en me tapotant la tempe. Je me suis réveillé en y pensant. Alors que la soirée touchait à sa fin, il attrapa un balai et balaya le sol sans qu'on le lui demande. J'essuyai le plan de travail et fermai les placards latéraux à clé. La journée de travail se termina comme avant. Routinière, honnête, silencieuse. Vendredi matin, Dereric arriva avec 2 cafés à la main. Un pour moi, un pour Camilla. Elle le regarda avec surprise, puis esquissa un sourire narquois. Eh bien, dit-elle, regarde qui s'est souvenu de nous. Il sourit. Il faut que je gagne ma place ici. Elle hocha la tête et prit la tasse. Tu t'en sors bien, Gray Junior, lorsqu'il sortit, Camilla se tourna vers moi. Il apprend. Il se souvient. Je corrigeai. Ce week-end-là, on n'a pas travaillé. On est allé pêcher au bord du lac Murray, comme avant. Pas de téléphone, pas de costume, juste du vent, de l'eau et des histoires. Il m'a interrogé sur le bon vieux temps, sur la façon dont j'avais obtenu ma première location, sur les raisons pour lesquelles j'avais gardé Rosewood secret si longtemps. Je ne le cachais pas. J'ai dit, je ne pensais juste pas qu'il fallait le faire étalage. Le pouvoir n'a pas besoin de parade. Il a besoin d'un but.